Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Solde insuffisant, c'était le nom d'un documentaire que nous avions réalisé il y a un an, un documentaire qui donnait la parole à celles et ceux dont le quotidien, déjà compliqué, avait été rendu impossible par la crise sanitaire. Un an plus tard, les crises se succèdent, elles se chevauchent même avec des conséquences durables sur les personnes les plus précarisées. On va faire le point aujourd'hui dans notre émission avec différents invités sur cette question des personnes les plus précarisées. Quels sont les chiffres de la pauvreté en Belgique? Quelle réalité derrière ces chiffres? On parle aussi d'automatisation, d'individualisation des droits. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire bouger les choses? On va donc poser les questions à différents invités qui vont se succéder autour de la table. Et j'ai d'abord le plaisir d'accueillir Freddy Boucher. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez présent dans ce documentaire Solde insuffisant réalisé par Pierre Schoenbrood. Vous êtes travailleur social à l'Association de défense des allocataires sociaux. On accueille aussi Luc Van der Mel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des CPS de Wallonie. Et enfin, François Peurle, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller stratégique chez Solidaris, également président du Collège intermutualiste Wallonie-Bruxelles. Alors, Freddy Boucher, j'ai envie de me tourner vers vous parce que dans ce documentaire, on espérait en fait que la crise, elle ne soit peut-être que temporaire, mais vous le disiez déjà, les conséquences, elles vont être durables. Un an plus tard, les crises, elles se sont succédées. Avec quelles conséquences pour les personnes que vous accompagnez au quotidien? Les conséquences sont assez graves et nous, ce qu'on constate d'abord, c'est un décalage entre le discours politique mené au niveau fédéral et régional et la réalité à la base sur le terrain. Donc, par exemple, pour le moment, à propos de la crise énergétique, on entend souvent les politiques dire allez dans les CPS, vous allez être aidés. Ce discours-là qui s'adresse d'ailleurs à l'ensemble de la population. Et nous, ce qu'on s'aperçoit à la base dans les CPS, c'est que quand les gens demandent une aide sociale pour, par exemple, prendre la prise en charge de leurs frais énergétiques, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aussi idyllique que ça, puisque les situations sont jugées au cas par cas. Et nous, les dernières décisions qu'on a vues passer dans cette matière dans les CPS sont des décisions de refus. Par exemple, du genre, après enquête sociale, en ayant examiné votre budget, votre solde est suffisant pour vous en sortir avec un plan de paiement. Mais ça veut dire que donc il y a des situations, les personnes que vous accompagnez, ce sont celles qui avant étaient déjà vraiment très en difficulté et qui aujourd'hui ont en plus des difficultés à payer leurs factures. Il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a donc des personnes en revenu d'intégration. Les décisions dont je vous parle là sont des décisions qui ont été prises à propos de personnes qui vivent avec un revenu d'intégration, qui ne demandent d'ailleurs pas des aides rien que pour le gaz et l'électricité, mais aussi pour leur facture d'eau. Et je signale que le gouvernement wallon vient de donner son autorisation à la Société wallonne des eaux pour augmenter les tarifs à partir de 2023. Et aussi, depuis le début de la crise énergétique, on a eu des demandes de personnes indépendantes. J'ai accompagné personnellement une personne indépendante il y a peu dans un CPS. Elle est aidée, puisqu'elle est dans les conditions, je dirais, son activité fait que son revenu est en dessous pour sa catégorie des revenus qu'elle octroyait par le CPS, mais elle est aidée quand même avec une forte pression. Je veux dire, son projet est revu de mois en mois. Et donc, cette personne qui a commencé son activité à la période Covid, donc en pleine crise, qui maintenant vit la crise énergétique, donc qui est angoissée depuis le moment où elle a démarré son activité d'indépendante. Elle est aidée, elle a son complément
de revenus d'intégration, mais avec une forte pression puisque son CPAS remet son projet professionnel en question et lui propose même de le modifier. Alors, Luc van der Meulen, il y a plusieurs choses. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais vous faire rebondir, mais peut-être que pour démarrer, ces réalités déjà qui nous sont données là par Freddy Boucher, chez vous, elles apparaissent en fait dans les chiffres, ces réalités. Parce qu'en juin 2022, il y avait 78 148 personnes qui bénéficiaient du revenu d'intégration sociale et de ce qu'on appelle les aides sociales équivalentes en Wallonie. Et il n'était encore que 44 000, un peu plus de 44 000 en juin 2007, ça veut dire qu'il y a une augmentation de 76% en 15 ans. Donc ça veut dire que cette pauvreté, vous la voyez vraiment au quotidien et les chiffres le montrent. Effectivement, il y a énormément de choses dans ce que M. Boucher a dit. La première considération, c'est effectivement que le nombre de dossiers a explosé. Plus singulièrement depuis les fins de droit allocation d'insertion en 2015. Ça a été un véritable torrent de boue. Mais le revenu d'intégration, dont le montant est situé en dessous du seuil de pauvreté, ça je crois qu'il faut le rappeler, le revenu d'intégration n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a effectivement toutes ces aides et le public qui vient vers nous pour obtenir ces aides, ce ne sont plus nécessairement des allocataires sociaux, ce sont aussi ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, mais ce sont aussi maintenant des gens qui appartiennent à ce que, c'est le nouveau mot à la mode, hein, à ce qu'on appelle la classe moyenne. Ça veut dire des couples parfois qui travaillent à deux. Alors effectivement, il y a les indépendants, etc. Donc dans ce que dit M. Boucher, moi je pense que les meilleures aides sont les aides qui vont directement aux gens. Qui vont directement aux gens, mais de fait, c'est aussi un dédale de s'y retrouver. Exemple, le tarif social élargi aux bénéficiaires de l'intervention majorée. Un article du journal Le Standard qui dit 50% des gens ne le demandent pas parce qu'ils ne le savent pas. Ou parce que les démarches apparaissent comme étant trop compliquées. Ça, c'est aussi un problème en CPS, c'est qu'il y a des démarches administratives, des preuves à apporter qui dégoûtent un certain nombre de personnes, à telle enseigne que le professeur Olivier de Scutter estime que le non-recours au droit, en Europe 40%, dit-il, une enquête d'Eurofound. En Belgique, il dit en 2011-2012, on pouvait estimer que c'était entre 45, voire même jusqu'à 76%, ce qui me paraît assez astronomique. Je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Mais donc, c'est difficile à chiffrer, évidemment. C'est difficile à chiffrer. Mais donc, si toutes ces personnes, en plus, avaient un accès plus automatique au droit, les chiffres seraient encore nettement supérieurs. Alors, dans ce que vous avez dit, et ça ne va pas être trop long, il y a le fait que d'un CPS à l'autre, parfois, les demandes d'aide ne sont pas considérées de la même manière pour toute une série de critères. Et ça, pour certains de nos interlocuteurs, on dit qu'il y a un certain manque d'équité dans l'analyse des demandes. C'est-à-dire que dans un CPS de telle commune, on va dire oui pour telle aide, on va dire non pour l'aide. Ça, vous y êtes confronté. On dit oui d'un côté, on dit non de l'autre. Oui, les pratiques sont différentes d'un CPS à l'autre. Et donc, les gens ne sont pas mis sur un pied d'égalité. En fait, leurs droits ne sont pas les mêmes. Et parfois, dans un même CPS, d'un assistant social à l'autre, les points de vue peuvent être différents. Oui. Considérant que la loi nous dit l'aide sociale est apportée après enquête sociale si nécessaire et l'enquête sociale doit déterminer l'état de besoin. Et c'est l'appréciation de ce qu'est l'état de besoin qui est mise sur la table ici. D'une personne à l'autre, on pourrait dire, l'état de besoin, est-ce que c'est le seuil de pauvreté? Je n'en sais rien. Mais c'est assez flou comme considération. Et alors, vous disiez, c'est pas aussi idyllique que ça. On a parlé d'une augmentation de plus de 70% du nombre de dossiers depuis 15 ans. Pendant la même période, le personnel affecté en CPS a augmenté de 18%. Donc ça, c'est une autre face du problème, c'est le manque de temps des travailleurs sociaux pour effectuer un accompagnement de qualité. Car le CPS, oui, c'est un endroit où on peut donner de l'argent, on peut donner de l'alimentation, etc., les frais médico-pharmaceutiques, que sais-je, mais c'est aussi un endroit
où on essaye d'apporter un accompagnement socio-éducatif, psychosocial, etc., pour permettre à la personne de vaincre progressivement ses difficultés et retrouver une pleine inclusion dans la société. Pour certains, ça va se passer très bien. Pour d'autres, dont la vulnérabilité est telle, et c'est un phénomène en augmentation, pour d'autres, dont la vulnérabilité est telle que c'est impossible ici et maintenant, ben, il faut du temps, ce sont des parcours chaotiques. Et ça, parfois, vous parliez des hommes politiques, ils ne le comprennent pas toujours lorsqu'ils disent « mais il y a des métiers en pénurie », mais qu'ils y aillent, bon sang. C'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de tendre la main pour décrocher un emploi. Oui. Alors, il y a plusieurs choses que vous avez dites et je propose que dans une deuxième partie d'émission, on creusera un peu la question du travail social. Mais j'ai envie de me tourner vers vous, François Pearl, parce que normalement, on aurait dû recevoir dans l'émission Marjorie qui avait témoigné dans ce documentaire Solde insuffisant, Marjorie qui est en grande difficulté, qui connaît aujourd'hui des problèmes de santé aussi, raison pour laquelle elle n'a pas pu venir. Et elle nous disait en préparant l'émission, moi, ma santé, c'est pas ma priorité. Je fais passer le reste avant et si je peux, je me soigne. Ça, ce que nous raconte Marjorie, elle n'est pas la seule. On parle presque la moitié de la population dit qu'aujourd'hui, elle met certains soins de santé de côté par souci financier. On a des enquêtes qu'on appelle reports de soins. Alors il faut pouvoir faire la distinction entre des petits reports de soins. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais c'est par exemple reporter une visite chez le dentiste parce que ça coûte très cher, les soins dentaires, ou reporter pour un petit bobo. Et puis des reports de soins structurels où là, effectivement, on peut chiffrer entre 20 et 25% la population qui est confrontée de manière structurelle à ces problèmes. Et c'est un problème qu'on remet dans un paysage global parce qu'en fait, au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est de s'intéresser à ce qu'on reporte comme soins. Alors les soins urgents sont rarement reportés. Par contre, tout ce qui relève de la prévention ou des soins de santé mentale sont, eux, les premiers soins qui sont reportés, quand même il y a même une volonté d'accès à ces soins. Ça, c'est un des gros problèmes, c'est l'accès aux soins de santé mentale. Et quand on regarde un peu le paysage social et les dossiers sociaux qu'on voit, en fait, le problème, c'est pas tant la pauvreté monétaire, enfin, si c'est le problème, c'est le cumul de la pauvreté monétaire avec toute une série d'autres facteurs et où là, la santé mentale joue un rôle très important. Et il y a des effets d'amplification, des effets boule de neige où, bien entendu, l'état de besoin financier est directement corrélé avec des problèmes d'anxiété qui génèrent plus loin des problèmes de santé mentale. Et donc, c'est une question assez complexe qu'on essaie en général de traiter avec des solutions toutes simples en disant voilà, on va augmenter ça, on va faire ça, on va aider les gens. Et il y a peut-être là une révision complète de notre approche de la pauvreté pour ne plus seulement effectivement l'envisager sous l'angle monétaire, mais voir tous ces aspects. Les aspects sanitaires sont tout aussi importants que les aspects monétaires. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je participais à une conférence internationale où on me demandait quel était le principal déterminant de santé en Belgique. J'ai dit c'est le code postal. Vous remarquez que l'espérance de vie en Belgique varie très fort d'un code postal à l'autre et que ce sont dans les communes les plus pauvres qu'on a l'espérance de vie la plus basse. Et ça, c'est un aspect des choses qu'il faut pouvoir dire, qu'il faut pouvoir quantifier, bien entendu, et qu'il faut pouvoir, à un moment donné, résoudre. Et donc, j'en reviens au point de départ. C'est clair que l'accès aux soins reste problématique. On a un très bon système de soins de santé au niveau de la qualité de ce qui produit. On est bien soigné en Belgique. Il est relativement accessible. C'est-à-dire que, voilà, ce que je disais, c'est qu'au niveau des soins d'urgence, il y a une prise en charge, mais tout ce qui est en amont des soins d'urgence, avec la prévention et toute une série d'autres types de soins, il y a un réel accès. Et il y a un autre problème qu'on ne cesse de dénoncer du côté des mutuelles, c'est la part que les patients payent. Elle reste beaucoup trop élevée en Belgique. On a mis en place, on va bientôt fêter le 20e anniversaire de nouveaux mécanismes. On appelait ça avant le statut VIPO, ça s'est ensuite appelé statut Omnio, et maintenant c'est ce qu'on appelle le bénéfice d'intervention majorée. On a mis en place des dispositifs qui couvrent assez bien la situation en ce qu'ils réduisent fortement le paiement du ticket modérateur, donc la part que le patient paye. Le problème, c'est l'accès à ces dispositifs. Ils ne sont pas automatiques systématiquement. Ils le sont pour les bénéficiaires du RIS, mais c'est en gros la grosse cohorte des personnes qui reçoivent directement ce statut BIM. Ce sont les bénéficiaires du RIS et les bénéficiaires de l'allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées. Par contre,
toutes les autres personnes, et il y en a beaucoup qui se situent entre la zone du montant du RIS et les plafonds de revenus qui sont de l'ordre de 24 000 € par an, eux doivent faire l'objet doivent faire une demande. On a essayé de simplifier au maximum tous les dispositifs administratifs qu'on peut faire aux mutualités, mais on est limité par la loi, par la réglementation. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est un non-recours, un taux de non-recours qui est très important, de sorte qu'on estime au niveau de Solidaris qu'environ 500 000 personnes qui en Belgique auraient droit aux bénéfices d'intervention majorée n'y ont pas droit, avec la cascade dont on a parlé, c'est-à-dire par exemple l'accès au tarif social d'énergie, puisque celui-ci est octroyé automatiquement maintenant, et ça c'est très bien, aux bénéficiaires de l'intervention majorée. Mais voilà, si vous n'avez pas le BIM, vous n'avez pas le tarif social d'énergie, et c'est la cascade alors qui vous amène au CPS pour demander des aides complémentaires, avec tout ce que ça comporte aussi de difficultés de le faire, alors que vous auriez parfaitement droit à ces aides si elles avaient été octroyées automatiquement. Oui, alors je vous propose qu'on continue à parler de ça, mais on va d'abord regarder un extrait de ce fameux documentaire, donc celle d'Insuffisant, où on va voir un travailleur social qui essaye de joindre toute une série de services, et ce sera l'occasion vraiment de parler toujours du non-recours au droit et de l'évolution du travail social. La personne à l'extension. On passe beaucoup plus de temps au téléphone, à renvoyer des mails. On a des délais d'attente assez dingues pour des réponses. On doit aussi beaucoup rassurer les gens qui sont complètement perdus par rapport à toutes les nouvelles règles, par rapport au fait qu'ils ne peuvent plus aller nulle part librement pour avoir accès à leurs droits. Et alors, oui, le téléphone, tout le temps. Passer des coups de fil sans jamais avoir de réponse pour atteindre des services pour des gens qui eux-mêmes n'arrivent pas à les joindre. Donc ça, beaucoup. Le Covid, c'est du téléphone, énormément. Typiquement, ça va dans des bêtises, mais par exemple, pour cette dame-là, j'ai besoin d'appeler un service à la commune. La commune ne me répond pas. On me dit directement au téléphone, au standard de la commune, c'est un service qui est difficile à joindre. Donc on me donne 5 numéros. Je fais les 5 numéros d'affilée non-stop jusqu'au moment où on me répond. Je rappelle la centrale en disant « Vous êtes bien gentil, ça fait 2 heures, je n'ai personne ». On me donne le numéro du responsable de service. Le responsable de service me répond en disant « On a un bug informatique, rappelez-nous demain ». C'était mercredi dernier. J'ai rappelé tous les jours, tous les numéros, je n'ai personne. Pas de revenus depuis septembre, pour aussi un problème de l'assurance ne veut plus, force à remettre madame au travail dans un travail pour lequel elle ne peut pas le faire. La mutuelle a décidé de ne pas indemniser tant qu'il n'y avait pas le rapport médical. Le rapport médical prendra un temps dingue parce que c'est un rapport médical et pour le moment le médical est occupé. Même chose pour madame, pas de revenus pour 2 mois, pour aussi un accident de travail. Demande de prise en charge au service énergie d'un CPS pour une régularisation d'électricité complètement aberrante. Monsieur n'a plus un centime. Sans titre de séjour parce que on n'avait pas vu votre mail. On demande une aide du CPS. Le premier document à fournir pour dire que ça peut être ça, on l'a pas. Impossible de me donner une réponse si cette personne a droit à des chèques repas de la part de fait d'asile. Cette personne-là, les enfants ne sont jamais reconnus parce que oui, c'est pas vraiment prévu pour qu'on puisse les inscrire. Même chose, le document pour pouvoir avoir une inscription au CPS, pardon, on ne vous a pas encore répondu, 3 mois d'attente. Donc si, la pile peut encore monter, mais plein de gens sont des oubliés du système parce que le mail s'est perdu, j'ai pas vu votre appel, j'ai pas pu vous répondre. Mais les services sont injoignables. En attendant, tous ces gens-là, et tant d'autres encore, sont vraiment bloqués, ne peuvent pas avoir accès à un droit, à une aide, à une vie complète, parce qu'ils sont bloqués simplement parce qu'on ne répond plus, ou alors on perd les mails, ou alors, je sais pas, de la mauvaise volonté, mais j'ose croire que non. Alors nous avons été rejoints par Marc Chambaud. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Institut Cardaigne, vous donnez cours à de futurs assistants sociaux. Vous avez aussi écrit le livre « Restez chez vous », livre où vous décrivez à travers une multitude de portraits le quotidien de celles et ceux qui avaient vraiment vécu un confinement difficile, voire très très difficile. Vous êtes également membre du comité de vigilance en travail social. Alors avant de vous donner la parole, j'ai quand même envie de faire réagir Freddy Boucher sur l'extrait qu'on vient de voir. Ça, c'était il y a 1 an.
On va dire on était toujours dans une période confinement ou semi-confinement. Aujourd'hui, est-ce que ce sont des situations que vous connaissez encore? Donc des services qui ne fonctionnent qu'à distance, par exemple? Mais on les connaît encore. Donc ici, nous, dernièrement, on a dû soutenir des personnes qui, des personnes chômeuses, 2 personnes chômeuses, qui avaient perdu à un moment leur droit aux allocations de chômage, mais il était toujours là, présent. Elles pouvaient le récupérer. En attendant, elles étaient aidées par le revenu d'intégration, mais dans le cadre des conditionnalités du revenu d'intégration, donc talonnées par leur CPS pour qu'elles retrouvent le plus vite possible leur droit aux allocations de chômage, puisque les conditionnalités qui ont été incluses dans la loi sur le droit à l'intégration sociale, il faut être proactif, démontrer sa proactivité, et les problèmes ont été individualisés. C'est avant tout à la personne de faire les démarches, elle n'est pas particulièrement aidée. Donc ici, une des 2 personnes avait son droit au revenu d'intégration mis en question, parce que le CPS trouvait, ça faisait trop longtemps qu'elle était en démarche pour récupérer son droit aux allocations de chômage. Et donc, c'est nous qui avons dû intervenir pour faire les démarches avec elle, pour qu'elle puisse retrouver son droit aux allocations de chômage. Mais ça nous a pris 2 mois et demi. 2 mois et demi parce que vous n'arriviez pas à rentrer finalement en contact avec les services. Oui, parce que, par exemple, au début de la crise Covid, l'Office national de l'emploi a changé son fonctionnement. Un problème comme celui-là, il y a 2 ans, dans le bureau régional de ma ville, de ma région, il y avait des permanences. J'aurais pu aller directement à l'ONEM, il suffisait de prendre un ticket, d'entrer dans le bureau admissibilité. On nous aurait dit tout de suite quelle était la situation de cette personne et les démarches qu'il fallait faire pour s'en sortir et arriver à une solution. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Pour avoir un contact avec l'ONEM, il faut absolument un rendez-vous, il faut passer par un call center. Moi, je viens de la région du Centre, il faut faire un 02, donc c'est un call center. Donc c'est très compliqué pour les personnes et c'est un peu ainsi pour tous les services. Même les organisations syndicales sont moins disponibles. Il y a des antennes chômage qui ont disparu. Il y a moins de possibilités de permanence en présentiel. Et d'ailleurs, dans un débat récent de la Fédération des services sociaux, une des revendications mises en avant, c'est qu'il fallait des guichets. Il faut des guichets, il faut des permanences physiques, en présentiel pour recevoir les gens et les aider à résoudre leurs problèmes. Oui. Marc Chambaud, vous qui formez des assistants sociaux, qui avez été travailleur social vous-même, mais en quoi est-ce que ces guichets virtuels, c'est problématique pour vous? Est-ce qu'on retire une part de l'essence finalement du travail social en n'ayant plus que des contacts par téléphone ou par mail avec les bénéficiaires? Oui, il y a d'abord le fait que le contact est évidemment très difficile par téléphone, Freddy l'expliquait vraiment très bien, et puis la manière dont les gens rentrent en contact avec les travailleurs sociaux est un moment fondamental dans la relation. C'est la relation qui se construit à partir d'un contact visuel, quoi. Le visuel, le fait de pouvoir être dans un bureau, de pouvoir parler, de pouvoir rencontrer la personne, c'est quand même quelque chose de relativement fondamental pour des personnes qui, la plupart du temps, sont quand même dans une belle vulnérabilité et qui donc sont dans une situation... se confronter à une institution, c'est compliqué pour elles. De toute façon, c'est compliqué. J'ai toujours en tête l'histoire d'une famille qui dit... Passer la porte d'un CPS, d'un service d'aide à la jeunesse, par exemple, c'est une démarche hyper compliquée quand on a besoin d'aide. Passer par le téléphone, mais
c'est vite impossible. D'autant plus que, comme on l'entendait chez Joachim et comme on l'entend dans ce que dit Freddy maintenant, si ça ne marche pas, ben après 5-6 coups de fil, on abandonne et on oublie qu'on a ce droit-là. C'est vraiment ce qui se Oui, passe. c'est vrai que, par exemple, François Perle, vous parliez du non-recours au droit. Ce sont des choses qui accentuent alors le non-recours au droit. Ce sont clairement des choses qui accentuent le non-recours au droit. Maintenant, je trouve que la séquence qu'on a vue est assez explicite d'un problème qu'on a en Belgique, c'est la mise en concurrence des services sociaux qui devient absolument insupportable. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un ministre régional, je précise bien un ministre régional, et on discutait de toute une série de problèmes liés à l'action sociale et à la santé dans une des deux régions du pays. Et il m'expliquait assez froidement que oui, il fallait refinancer toute une série de services sociaux parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour aider leurs bénéficiaires à aller à la mutuelle ou au CPS. Je lui ai expliqué, mais en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous donnez des subsides à des services sociaux pour ouvrir l'accès aux droits à d'autres services sociaux. Et là, il y a un vrai problème. Et je crois que ça rajoute, il faut pouvoir aussi à un moment donné se regarder dans le miroir, tous les acteurs du social. Je crois qu'il y a une complexité qui est inhérente à cette mise en concurrence, qui est bien organisée au niveau politique par certains courants politiques qui ont un peu peur des CPS, un peu peur des mutualités, un peu peur des syndicats et font terriblement confiance, probablement raison, au secteur associatif. Et sortir un peu de cette logique de mise en concurrence et travailler davantage en termes partenarial et aussi couper de série de méfiance. Et je reviens effectivement à ce que vous disiez. Je pense qu'une partie de non-recours vient de ce maquis. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Une autre partie de non-recours, et l'essentiel du non-recours, vient de dispositifs qui sont élaborés ou inspirés par une certaine pauvrophobie, il faut dire les choses, ou de haine du pauvre, en tout cas de méfiance du pauvre, où quand on définit un dispositif socio-sanitaire et d'aide, on réfléchit avant tout aux petites exceptions qui pourraient générer des abus avant de discuter de la question centrale qui est de l'automaticité de ce droit. Je reviens au BIM. On est dans des discussions interminables avec l'INAMI et le cabinet Van Den Broek pour étendre l'octroi automatique du BIM à toute une série de catégories de bénéficiaires de sécurité sociale ou d'aide sociale qui sont dans les conditions de l'avoir mais qui ne peuvent pas l'avoir parce qu'il n'est pas automatique. Et la question centrale, c'est de savoir, oui, mais est-ce que, par exemple, si vous octroyez le BIM automatiquement à tous les invalides isolés, vous ne risquez pas de l'octroyer à un invalide isolé qui aurait 4 appartements à Knokke-le-Zout et voilà. Et ça c'est vraiment le cœur du problème. C'est qu'on est vraiment dans des dispositifs avec certains courants politiques qui pensent l'aide sociale et qui pensent la sécurité sociale, non pas en termes d'efficacité, d'efficience ou de lutte contre la pauvreté, mais en termes d'abus et de peur d'avoir des abus. Et je mets ça en relation, et je termine là-dessus, je mets ça en relation avec, à raison, les dizaines de millions d'euros qu'on a déversés sur les indépendants pendant le Covid avec le droit passerelle, sans jamais un instant se demander si ces montants pouvaient peut-être arriver indûment sur le compte de l'un ou l'autre indépendant. Et ça, c'est très symptomatique de la manière dont on appréhende la pauvreté en Belgique. Mais alors, du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Van der Mael, parce que on a parlé là de peur de l'abus. Tout à l'heure, Monsieur Boucher disait, oui, parfois, il y a quand même un fort contrôle. Est-ce que, quand même, dans les CPS, est-ce qu'il n'y a pas eu un basculement un peu du travail social dans le CPS et on n'est plus seulement dans l'aide sociale, on est aussi quand même beaucoup dans le contrôle? Effectivement. La détresse des travailleurs sociaux pour l'instant, c'est d'abord le poids du travail. Il y a trop de travail, on ne sait pas accorder le temps qu'il faudra aux gens. Au-delà de ça, il y a le cadre qui est mis pour le travail social en CPS, donc depuis 2002. La loi sur le droit à l'intégration sociale, qui peut se décliner par une allocation, par une remise au travail, assortie du projet individualisé d'intégration sociale depuis 2016 pour tout le monde, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que le droit, le revenu, si vous voulez, est assorti d'un devoir qui est de s'activer, de mettre tout en œuvre pour que l'aide soit la plus temporaire possible. Et du coup, l'assistance sociale devient vraiment un agent d'aide et de contrôle. Il l'est d'une part parce qu'il faut vérifier la résidence, il faut vérifier le statut
Ça, c'est une autre aberration. Donc en Belgique, il y a un statut isolé, un statut chef de ménage et un statut cohabitant qui empêche les gens d'assumer des choix de vie qu'ils voudraient. Donc ils ne peuvent pas vivre comme les autres. C'est un peu ça, par exemple. Voilà. Donc si moi j'ai envie de me mettre en ménage, je ne vais pas gagner moins. Hein, mais de nouveau, on dira, oui, mais vous travaillez. Et donc, le pauvre, en quelque sorte, doit mériter l'aide. Il doit la mériter, c'est la méritocratie qui revient par cette aide conditionnelle. Et il y a la fameuse disposition au travail, qui est une autre forme de contrôle. Mais articuler un droit qui est quelque chose d'objectif sur un comportement qui sera toujours évalué de manière subjective, c'est pas possible autrement, c'est le véritable problème. Ouais. Et les travailleurs sociaux sont pris quelque part en tenaille entre cette loi et la détresse des gens, et ça contribue aussi à leur mal-être. Oui, et je vais me tourner vers vous, Marc Chambaud, c'est-à-dire que pour vous, il y a une perte de sens. Vous me disiez, par exemple, les jeunes assistants sociaux, ils n'ont plus envie de travailler en CPS. Correct. Ah bah oui, c'est clair que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a régulièrement des interpellations, tant à Bruxelles qu'en Wallonie, de professionnels des CPS qui nous disent envoyez vos étudiants, il y a de la place, effectivement. On cherche des assistants sociaux dans les CPS. Mais ma réponse, c'est donnez-leur du sens. Alors, j'entends effectivement que le sens du CPS, il est là, dans les missions. Dans la réalité de tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué. C'est effectivement beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est la situation de l'assistance sociale qui entend qu'une personne travaille en noir. Alors, en noir, pas pour s'acheter de maisons avec nos autres, mais simplement pour survivre. Qu'est-ce qu'il fait l'assistant social par rapport à ça? Il doit dénoncer. Mais s'il dénonce avec la capacité financière de la personne, il se rend compte que le fait de dénoncer empêchera la personne de rester dans une vie digne, qui est quand même la mission numéro 1 du CPS. Et c'est là qu'il y a vraiment, ce que j'appelle moi un dilemme éthique évidemment, mais c'est vraiment la difficulté dans laquelle se trouvent les assistants sociaux, de savoir dans quoi ils doivent travailler. Est-ce qu'ils sont au service du CPS? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont au service de la population? Oui, bien sûr. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à jouer entre les deux? Parce que c'est quand même un élément, oui. Oui, on va continuer de parler de tout ça, mais je vous propose qu'on écoute 2 témoignages de personnes qui sont confrontées vraiment à des difficultés au quotidien, et on enchaîne ensuite. Sans revenu. 0 €. 0 €. Pendant combien de temps? Du 1er janvier au 18 juillet, ça a duré. Donc 7 mois et demi. Et le seul moyen de s'en sortir, voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est faire comme les sans domicile fixe, c'est faire la manche à gauche, c'est faire la manche à droite. C'est essayer de pouvoir aller chercher des colis alimentaires qui sont octroyés par le CPS et tout ça, et avoir ne serait-ce que les attestations pour pouvoir aller les chercher. On a des numéros de téléphone pour contacter tel ou tel organisme qu'on n'arrive pas à contacter par téléphone. Et le peu de fois qu'on arrive à avoir quelqu'un, on nous renvoie sur Internet directement. Mais voilà, quand on ne touche de rien, télévision, c'est coupé. Internet, c'est coupé. Recharger son téléphone, c'est coupé aussi, c'est terminé. On ne sait pas les recharger parce que 20 €, 10 € pour une recharge, c'est 10 ou 20 € qu'on préfère utiliser pour aller chercher à manger. On s'accroche tant qu'on peut, tant qu'on sait, tant qu'on tient. C'est-à-dire que j'ai encore raté ma première. J'ai encore réussi des examens, mais pas assez pour le CPS. Et du coup, début décembre, ils coupent les revenus. Ce qui veut dire que je ne peux plus payer mon loyer comme je veux, je ne peux plus manger aussi comme je veux. Du coup, heureusement, j'ai une grand-mère qui est très souvent là pour moi. Du coup, pour la nourriture, je n'avais pas vraiment m'occuper, mais pour le loyer, j'ai dû prévenir ma propriétaire que ça allait être compliqué le temps que je continue mes démarches. Du coup, là, j'ai une lettre de l'école pour montrer qui dit que je suis vraiment un élève qui est là pour réussir et que je ne suis pas là pour profiter du système. Ici, quels sont tes objectifs?
pour 2021? Réussir ma première, ce serait déjà bien. Alors, on accueille Emilia Oxage. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes présidente de la Fédération des étudiants francophones. Une réaction peut-être sur ce dernier témoignage. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce jeune étudiant en difficulté, grande difficulté financière, qui dit qu'il ne sait même pas comment se nourrir? C'est la question que se posent de plus en plus d'étudiants. Donc, on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y avait plus ou moins 80 000 étudiants en situation de précarité. Et là, on le voit, en fait, les aides sont insuffisantes ou en tout cas, elles ne correspondent pas aux besoins des étudiants. Et cet étudiant-là est vraiment impacté par un système d'enseignement qui est sous-financé et dont l'échec est énorme et qui va mettre à mal les étudiants les plus précaires qui n'auront pas de piste d'avenir. Parce que s'il rate encore un an, c'est la non-finançabilité pour lui et donc il ne pourra plus se réinscrire. Et donc il sera exclu des études, en fait. Oui, alors on disait tout à l'heure que parfois les difficultés se cumulent. Et c'est vrai quand on voit par exemple cet étudiant, il y a parfois la difficulté de réussir à l'école, mais qui s'additionne avec des difficultés financières. Il y a un stress aussi, peut-être stress de rater et du coup de perdre ses aides. Il y a différents facteurs en fait. L'étudiant se retrouve dans un système où on va contrôler si il répond bien à des critères. Est-ce qu'il va réussir ses études? Il faut qu'il réussisse ses études, sinon il va coûter trop cher et il va prendre plus de temps pour aller sur le marché de l'emploi. Il est plus mis sous pression qu'un autre, par exemple. Oui, il va être mis sous pression alors qu'on sait très bien que quand on arrive dans l'enseignement supérieur, il y a des inégalités qui sont là, dues notamment aussi du secondaire. Il y a une sélection de l'étudiant, que ce soit via son capital socio-économique. Et les étudiants les plus précaires vont avoir du mal à réussir leurs études. Et s'ils n'ont pas droit à ces aides, ils vont se tourner vers des jobs étudiants. Avoir un job étudiant, ça veut dire ne pas aller en cours, ça veut dire rater ses études. Et donc on se retrouve dans un cercle vicieux, alors que étudier, c'est un droit, c'est pas un privilège, ça devrait être pour tout le monde. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se tournent par exemple vers les colis alimentaires? On voyait dans les files des banques alimentaires souvent des personnes de plus en plus jeunes. Avec la crise, on voit que tout augmente dans les magasins. On ne peut plus acheter avec le même budget que l'année passée. Et donc les étudiants n'ont pas d'autre solution que de se tourner vers les files des épiceries sociales. Elles étaient très actives pendant la crise sanitaire. Maintenant, on voit que les étudiants y retournent, mais ce n'est pas suffisant. C'est très stigmatisant. Et donc, les chiffres sont assez clairs. L'ULB a fait une enquête, en tout cas le conseil étudiant, et c'était un étudiant sur deux qui connaît des difficultés pour pouvoir acheter ses courses alimentaires. Alors, il y a les étudiants, après ils deviennent des jeunes travailleurs, et souvent se pose alors la question du statut de cohabitant. François Peurle, alors ce statut de cohabitant, est-ce que vous pourriez juste déjà peut-être nous dire en quoi il consiste? Pourquoi aujourd'hui autant d'associations? Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme d'unanimité pour dire, en tout cas dans le monde associatif, pas dans le monde politique, mais pour dire ce statut de cohabitant, il faut y mettre fin. Le statut de cohabitant, il apparaît au début des années 80, quand il faut faire des économies dans la sécurité sociale. C'est le gouvernement Martens-Goll. Avec l'apparition, et c'était une bonne chose, de plus en plus de femmes sur le marché de l'emploi. Donc elles sortent de leur invisibilisation. Avant, la sécurité sociale, la femme, c'était l'annexe de l'homme. On parlait de droits dérivés. Et donc on se rend compte que, tiens, il y a des femmes sur le marché de l'emploi. Tiens, elles vont au chômage. Et alors on crée ce statut parce que c'est tout à fait insupportable pour la droite à ce moment-là d'avoir deux personnes dans le même ménage qui perçoivent la même allocation sociale. Et puis, dans un troisième temps, on se rend compte, tiens, mais il y a des gens qui vivent seuls, puisque c'est fin des années septembre, début des années 80, c'est le début des divorces. C'est vraiment, voilà, c'est un changement profond de la situation. Et on crée un troisième statut qui est le statut d'isolé, qui est entre le statut de cohabitant et entre le statut de chef de ménage, et qui est un statut intermédiaire où on trace un peu une médiane entre les deux types d'allocations pour octroyer ce statut donc à des personnes qui vivent seules. Et donc, on vit avec cet héritage depuis, je veux dire, presque 40 ans. C'est un héritage qui est très difficile à détricoter. Alors, je ne suis pas d'accord quand vous dites que certains partis politiques disent qu'il ne faut pas le supprimer, enfin que tous les partis politiques, il y a des partis politiques qui sont clairement pour y mettre fin. Ça a été chiffré, on sait combien ça coûte. En fait, supprimer le statut de cohabitant et remonter les allocations, toutes les allocations de sécurité sociale au-dessus du niveau de pauvreté, ça coûterait 10 à 15 milliards. Donc en fait, on sait chiffrer la fin de la pauvreté en Belgique. Alors c'est contesté parce qu'on me dira aussi, oui, mais remonter les allocations
social au-dessus du seuil de pauvreté, c'est pas éradiquer la pauvreté, je suis d'accord, mais globalement, on pourrait dire qu'on pourrait faire un grand bond en avant dans le système social en supprimant ces statuts et en n'ayant qu'un seul statut. Alors, il y a l'aspect monétaire, mais aussi l'aspect de choix de vie. C'est clair que le statut de cohabitant, bien, il enferme les personnes qui en bénéficient, c'est à 95% des femmes, il enferme les femmes dans des choix de vie qui ne leur laissent pas d'autre alternative que de rester dans des situations familiales qui sont parfois inextricables. Ce à quoi on répond souvent, oui, mais il suffit de quitter le domicile et d'être... et alors on devient isolé. Oui, mais non, parce que, effectivement, comme je dis, quand on voit les montants des allocations de cohabitants qui sont autour de 700, 750, 800 euros, ce sont des allocations qui permettent simplement de survivre dans une situation familiale compliquée et qui ne permettent, par exemple, absolument pas de thésauriser ce qu'il faudrait pouvoir thésauriser pour pouvoir en sortir. Et donc, c'est vraiment un statut qui enferme ceux qui en bénéficient, en tout cas celles qui en bénéficient. Et je trouve qu'on devrait parler du statut de cohabitante et arrêter de parler du statut de cohabitant. Ce serait beaucoup plus proche de la réalité, qui enferme complètement dans une double domination, une domination patriarcale et une domination socio-économique qui sont d'ailleurs tout à fait liées de la part des chefs de famille. Quelle est la position des CPS là-dessus, Monsieur Van der Muyl? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, supprimer le statut de cohabitant, ça simplifierait les choses aussi. Hein. On parlait de complexification administrative. Oui, ça simplifierait les choses. Donc, nous sommes favorables à l'individualisation du droit. Donc, la suppression du statut de cohabitant, ça figure dans nos mémorandums depuis plusieurs années. Effectivement, ça enlèverait déjà une part du contrôle. On va faire l'enquête à domicile et on va voir dans la garde-robe s'il n'y a pas des petites culottes. Hein. C'est assez... Et c'est vrai qu'il y a des contrôles. Alors, de nouveau, hein, il y a des pratiques différentes d'un CPS à l'autre, mais on sait qu'il y a des contrôles qui vont très loin et qui vont vraiment très loin dans la vie privée. Dans la vie privée, tout à fait. Et pour ce qui concerne les étudiants, brevapsis, ça évolue. Hein. La jurisprudence évolue. Les gens qui cocotent ou qui sont... Voilà. La législation est en train... La jurisprudence, excusez-moi, est en train d'évoluer. Mais ça reste quand même encore assez anxiogène. Hein. Voilà. Mais oui, parce que les formes de colocation, on dit que c'est l'avenir aujourd'hui dans des grandes villes et ça fait peur à beaucoup de jeunes. Je ne sais pas, Emilia, si vous rencontrez des jeunes qui ont peur en fait, de se mettre en colocation parce qu'ils ont peur de perdre certaines aides. Ce qui coûte le moins cher dans le marché pour les étudiants, c'est la colocation. Et donc, les étudiants se retrouvent dans cette forme d'habitation. Mais notamment, quand on veut demander le CPS, on sait que c'est un risque pour payer moins. Et donc là, on essaie de mettre des choses en œuvre pour éviter le contrôle. Par exemple, séparer les casseroles, mettre une huile d'olive différente pour les étudiants, et juste pour pouvoir avoir le montant suffisant pour vivre. Voilà. Pour certains, ce que vous décrivez là, on va dire, ce sont des fraudeurs. Hein. Ce n'est pas mon cas, mais en termes tout à fait légaux et juridiques, c'est ainsi qu'on pourrait l'interpréter. Mais je le répète, les choses évoluent. Effectivement, ça allégerait la tâche, une des tâches parmi les plus ingrates pour les travailleurs sociaux. On vous dira aussi, oui, mais c'est l'argent du contribuable, il faut qu'il soit dépensé à bon escient. D'autres choses qui faciliteraient notre travail, c'est, on a parlé, le relèvement des minima sociaux au seuil de pauvreté ou pourcentage du revenu mensuel minimum garanti. Et alors, il y a toute la question de l'automatisation, on en a parlé, mais comment la mettre en place? Ça, je crois que François Perle est plus expert que moi. Il y a alors, in fine, l'inconditionnalité du droit. L'inconditionnalité du droit, il n'aura échappé à personne que tous les partis politiques ont fait une sortie soit sur l'allocation universelle, soit sur le revenu de base. Alors, doit-elle être attribuée à tout le monde, qu'il travaille ou pas? Ce serait inconditionnel. C'est la question. Et en tout cas, c'est des pistes sur la table. Ce sont des pistes. Alors, la question subsidiaire, c'est essayer de précariser, oui, mais doit-on pour autant renoncer à serrer? Et faut-il que cette inconditionnalité ne soit sortie d'aucune demande, d'aucune contrepartie qui soit une participation à la vie sociale et économique? Peut-être une réaction de M. Chambaud avant de donner la parole à M. Perle. Sur cette individualisation des droits, ça redonnerait aussi du sens au travail social? Pour les travailleurs sociaux, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence que la difficulté dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas moyen de sortir de la précarité et qu'on propose... Je pense à une étudiante qui me dit, on me demande tous les jeudis, en stage, tous les jeudis, je dois rechercher du logement pour les gens de la région. Il n'y a pas de logement disponible et donc c'est impossible pour elle elle fait un travail inutile. Elle dit, mon travail est inutile. On est exactement dans la même situation par rapport à cette situation d'individualisation des droits. C'est vrai que c'est difficile à dire.
Parce que les étudiants se retrouvent face à des gens qu'ils ne peuvent quasi pas aider, quoi. On est dans de l'impossibilité, évidemment, avec des étudiants, par exemple, qui sont à 800 € par mois, ben, on ne sait pas faire grand-chose. Des étudiants et des jeunes travailleurs, hein, parce que ce n'est pas que les étudiants, c'est les jeunes travailleurs qui sont dans la même situation. Hein. Mais alors, peut-être une dernière chose, François Perle, qu'est-ce qui bloque ? La pauvrophobie, la jeunophobie. Parce que, au niveau des jeunes, c'est très clair. Alors on vient avec des propositions un peu cosmétiques du type on va faire un revenu de base pour les jeunes, etc. Alors que tout est dans la loi, quoi. Il suffirait d'assouplir les conditions d'accès au RIS, d'assouplir ou de revenir sur la réforme de l'allocation d'insertion. Si demain on rend l'allocation d'insertion ouverte aux jeunes étudiants, et si on l'individualise le droit, encore besoin de bourse, mais on peut supprimer pratiquement toutes les aides aux étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on donne à ce moment-là un revenu décent aux étudiants qui leur permet d'étudier. Tout est dans la loi. Et donc, voilà, on a un débat, l'allocation universelle, je suis très réticent, si ce n'est qu'elle pose des bonnes questions, hein, sur l'automatisation, sur l'individualisation. Mais voilà. Un revenu de base. Un revenu de base, il existe déjà dans la législation. Dans les faits, tout ça existe. Le problème, c'est tout ce qu'on a entourer ou enrober ces dispositifs de contrôle, de conditionnalité, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec Luc Van Normal, il faut revenir à une inconditionnalité des droits, ce qui ne veut pas dire supprimer l'accompagnement. Et je crois que ce serait beaucoup plus gratifiant pour les travailleurs sociaux de ne plus être les contrôleurs d'un système où on octroie des droits et d'être là pour aider la personne et revenir au sens même de leur travail. Je crois que ce serait vraiment un très très grand progrès social. Oui, et en termes d'émancipation aussi pour les personnes qui sont reçues et de se sentir moins contrôlées et moins intrusif, enfin, qu'il y ait moins d'intrusion dans leur vie privée. Cette pression est tout à fait contre-productive. Hein. Et si on voulait objectiver les résultats de ces politiques coercitives, c'est zéro pointé. On a des études qui le montrent, hein, les études. Donc c'est bien idéologique. Mais c'est intéressant de voir un président de fédération de CPS qui dit ça et qui soutient effectivement. Donc c'est bien de vous voir dire ça parce qu'on on sait que parfois dans certains CPS c'est plus compliqué. Écoutez, 2 secondes. Moi, je suis président de la fédération, donc par définition, c'est la défense des CPS. Hein. Nous sommes un peu le syndicat des CPS. Nonobstant, on ne va pas dire que le modèle est parfait. On dit d'un côté à l'autre, ce n'est pas appliqué de la même manière. Il y a un problème d'équité. Et, je le répète, les lois ont été promulguées à des époques où la situation était différente. 8 000 bénéficiaires du Minimex 176. On est à plus de 170 000 quand on prend l'aide sociale équivalente. La loi de 2002, c'est l'État social actif, c'est la 3e voie, c'est Frank Van den Broek qui amène ça, avec de bonnes intentions, en disant on va remplacer les dépenses d'indemnisation par des dépenses d'insertion. Là, l'idée est excellente, mais il s'avère que chemin faisant, les hommes qui appliquent la loi, mais on fait en sorte que ça devienne aussi un dispositif d'exclusion potentielle, d'où l'augmentation des banques alimentaires, l'augmentation du sans-abrisme, d'où ces stratégies de dissimulation pour assumer ses choix de vie. Donc, quelque part, là où le CPS a une mission très noble de permettre à chacun de vivre conformément à la dignité humaine, ce cadre légal nous amène à constater qu'il y a des situations indignes et qu'on se retrouve impuissant dans le contexte actuel. Donc le modèle est arrivé au bout pour toute une série de raisons. Il faut se mettre autour de la table pour essayer de le faire évoluer positivement. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, on va vous quitter, Monsieur Perle et Monsieur Van der Merwe. On va retrouver Monsieur Boucher juste après. Et on écoute d'abord Marjorie qui témoignait de ses difficultés. Oui, c'est très difficile avec les factures qui ont de gros montants. Le suivi psychologique du petit qui m'a été imposé. Et puis tout le train-train, les huissiers qui menacent d'arriver. C'est très compliqué. Et puis bon, l'école, le PMS qui se met là-dedans aussi parce que du coup il y a des difficultés. Donc, et on se sent plus critiqué qu'aidé. Donc c'est pas facile. Il me reste 20 centimes et je serai payée entre les 4 et le 6 mai, donc il reste
quand même une bonne semaine avec 20 centimes sur le compte. Oui, au niveau des demandes d'aide, ben, si je demande de l'aide, pour moi, c'est la honte. Enfin, j'aime pas demander. On se dit, j'ai des enfants, je suis même pas capable de tout gérer, c'est compliqué. Mais bon, après, comme je dis, on n'est pas des robots non plus. Donc, et puis, il n'y a pas de parents parfaits, donc je me débrouille, c'est déjà bien. Solde insuffisant. Freddy Boucher, vous accompagnez Marjorie dans toute une série de démarches. Comment va-t-elle aujourd'hui? Mais la situation reste compliquée parce que, en fait, c'est tout un ensemble. Il y a sa situation à elle, les 3 enfants et la situation du papa des enfants de Marjorie. Et donc, dans la séquence, on voit, elle dit « j'ai besoin d'aide ». Mais la première aide par rapport à laquelle elle pourrait se tourner, c'est vers le papa de ses enfants. Mais c'est compliqué parce que le CPS du papa de ses enfants a considéré, alors qu'ils vivent séparément, ils ont fait le choix de vivre séparément, qui constituait un ménage de fait. Et le papa de ses enfants est suivi pratiquement à la trace. Il faut savoir que pendant toute une période, 1 fois par mois, il devait se présenter au CPAS. On examinait ses extraits de compte. Et à un moment, on a supprimé les droits du papa de son enfant, de ses enfants, qui a dû aller au tribunal du travail. On les a récupérés. Mais malgré ça, donc, il y a ce suivi mensuel. On va voir dans ces extraits de compte. Et il y a toujours cette suspicion qui constitue un ménage de fait qui pèse au-dessus du papa de ses enfants. Parce qu'on a vu, par exemple, dans ces extraits de compte, qu'il allait faire ses courses près du domicile de Marjorie. Ça leur pose des problèmes parce que Marjorie est malade. Peut-être qu'à un moment, il y aura une hospitalisation. Et le père, lui, dit ben, qu'est-ce que je vais faire, moi, à ce moment-là? Moi, mon appartement ne permet pas d'accueillir les 3 enfants. S'il faut aller les garder, je dois aller les garder. Il y a des situations où s'il garde ses enfants, il risque en fait, de perdre... Au domicile de la maman, et donc il risquerait de perdre ses droits aux revenus d'intégration. Marc Chambaud, quand on voit ce genre de situation, on se dit, mais comment expliquer que Marjorie, son compagnon, d'autres qu'on a vus tout à l'heure, l'étudiant Nicolas, comment ils ne sont pas plus en colère? Enfin, je pense qu'il y a une certaine colère, mais cette colère, comment est-ce qu'elle s'exprime aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle peut s'exprimer? Est-ce qu'un jour, ça ne va pas exploser? D'une certaine manière, on peut l'espérer, et en même temps, je pense qu'il faut être très prudent. C'est vrai que si Marjorie décide de se mettre en colère, elle va en subir les conséquences encore plus qu'autre chose, Donc, ce n'est pas à Marjorie de se mettre en colère. Je pense que Marjorie peut se mettre en colère avec d'autres, soutenus par la DAS, par exemple, et avec d'autres associations. Je pense qu'il y a vraiment une démarche qui doit se réfléchir au niveau associatif, la Ligue des droits humains, le Réseau wallon lutte contre la pauvreté, la Fédération des centres de services sociaux, vraiment des associations qui se mobilisent pour organiser cette colère. Parce que cette colère, pour moi, je la ressens de manière régulière. Les infirmières qui se font de plus en plus engueuler dans les hôpitaux, elles n'y sont pour rien, les infirmières, parce qu'elles aussi, elles ont la difficulté à payer aujourd'hui leurs factures. Mais de plus en plus, on sent qu'elles subissent la colère de patients, les instituteurs dans les écoles, les assistants sociaux dans les CPS. On sent vraiment qu'il y a une colère qui est présente, qui est probablement très maladroite aujourd'hui parce qu'elle ne s'exprime pas sur les bonnes personnes. Mais elle est là, elle se manifeste.
il faudrait qu'elle se passe autrement, de manière plus collective. Mais la seule manière pour moi d'être dans une bonne colère qui puisse avoir du sens et ne pas mettre les gens en difficulté, c'est qu'elle soit davantage collective et soutenue par les associations qui seront capables de dire les risques qu'on prend et comment on les prend et comment nous, en tant qu'association, on peut assumer les risques et dire on peut y aller parce que cette fois-ci, on va protéger en tout cas. Dans votre livre « Restez chez vous », dont on parlait tout à l'heure, donc publié aux éditions Cerisier, vous dites à un moment, en fait, toutes ces personnes qui subissent des violences, elles les accumulent et à un moment, elles les ressortent. Alors, elles les ressortent peut-être pas de manière appropriée, mais c'est parce que finalement, elles ont accumulé des violences non visibles. Effectivement, c'est la loi de conservation de la violence de Pierre Bourdieu, un célèbre monsieur qui a dit des choses bien compliquées. Mais très simplement, oui, c'est ça, c'est la manière dont on exprime la colère. C'est le petit délinquant qui s'énerve à certains moments. C'est le papa qui va aussi s'énerver dans l'école parce que c'est toutes ces colères-là qui s'expriment et qui sont visibles, mais qui sont le résultat de violences invisibles ou inertes, comme on peut dire. Et les violences invisibles, c'est ce qu'on subit au quotidien, le fait de ne plus pouvoir payer ses factures, le 20 ou le 22 du mois d'être avec 20 centimes pour terminer, et puis toutes sortes d'autres violences qui sont là aussi et qui sont vraiment des... Oui, voilà. Et Mila, est-ce que cette colère, vous la ressentez auprès des étudiants? On sait que vous avez fait plusieurs manifestations, mais pour le moment, qui n'ont pas donné des résultats vraiment très concrets. Et donc, est-ce qu'il y a une colère dans la jeunesse? Mais la colère, elle est bien présente parce que c'est des milliers de nouveaux étudiants qui se retrouvent dans cette situation de précarité étudiante. Les factures s'accumulent, en fait, pour toute la population, pour nos parents. C'est vraiment tout le monde qui est concerné par la crise actuelle. Et donc, il faut pouvoir transformer cette colère en action pour collectivement avancer avec le milieu associatif, avec les syndicats qui vont défendre les travailleurs et qui vont défendre le pouvoir d'achat, avec les artistes, avec le petit indépendant sur le côté qui n'arrive pas à pouvoir payer ses factures. Il va falloir se mettre tous ensemble. Et c'est pour ça que, notamment, ce dimanche, on manifestera avec un collectif qui s'appelle Troostwil, qui rejoint toutes ces personnes-là pour pouvoir demander au gouvernement des mesures suffisantes et non des petites primes ou toujours des subsides au final qui viennent toujours des mêmes personnes. Cet argent, il vient des contribuables, il vient de notre poche alors que d'autres s'enrichissent. Et donc c'est cette colère-là et les organisations et des collectifs comme Troostwil permettent de pouvoir les canaliser et de les organiser. On parle aujourd'hui pas mal de désobéissance. On dit oui, certains ne vont pas payer leurs factures. Est-ce que cette désobéissance, elle s'organise vraiment ou pas ? Nous, ce qu'on fait en tant qu'association, on trouve que c'est très important d'être présent aux côtés des personnes les plus vulnérables. Et on pense d'ailleurs que les mouvements sociaux actuels ne les prennent pas suffisamment en considération. Il faudrait qu'elles soient plus englobées, par exemple, dans les luttes syndicales actuelles, parce qu'il faut que toutes ces personnes puissent se mobiliser pour des perspectives de changement collectif. Déjà, nous, donc, on est présents, on dit aux gens, il y a moyen de défendre vos droits, vous en avez quand même. Et donc, on fait ce travail-là d'accompagnement, de défense individuelle et de défense des droits collectifs des personnes en revenu d'intégration. On essaye de construire des liens avec d'autres associations, comme la Ligue des droits humains. On est en train d'élaborer un cahier de revendications avec la Ligue des droits humains sur la question des CPAS. Et puis, comme vous l'avez dit, je veux dire, voilà, il faut constater les mesures avancées actuellement par le gouvernement. Elles sont beaucoup trop courtes. Elles ne résolvent pas les problèmes vécus par les gens, qui soient travailleurs avec ou sans emploi. Il faut aller beaucoup plus loin. Par exemple, au niveau de l'énergie, elle doit redevenir un bien commun. Et c'est ça l'enjeu de société. Il faut pouvoir se mobiliser autour d'enjeux de société comme ceux-là. Peut-être une toute dernière question, il nous reste une minute, Marc Chambaud.
Est-ce que cette désobéissance civile, elle peut venir des travailleurs sociaux qui disent ben voilà, moi j'arrête de dénoncer telle personne ou telle personne? Je crois qu'en tout cas, il y a cette dimension-là. Elle se passe déjà. Beaucoup de travailleurs sociaux sont déjà dans le fait, notamment dans les CPS, de ne pas dénoncer, de ne pas signaler quand il y a une colocation, quand il y a un travail en noir qui permet à la personne simplement de vivre dignement. C'est quelque chose qui se passe déjà. Et donc, je pense que oui, c'est quelque chose qui doit continuer, mais je dirais qu'au-delà de la désobéissance civile qui se fait de manière discrète, je pense qu'il faudrait le dire. Je pense que c'est une des missions des travailleurs sociaux aujourd'hui dans la CPS, c'est de le dire. Alors peut-être pas le dire de manière individuelle, évidemment, parce que leur tour de bâton risque d'être terrible, mais collectivement, même si c'est de manière discrète et anonyme, en tout cas en termes de nom, ils ne doivent pas signer les choses, mais je pense que politiquement, c'est une action politique que les travailleurs sociaux de CPS devraient mener, c'est dire nous ne respectons pas la loi parce qu'elle est indigne, cette loi. Elle ne nous permet pas d'accompagner les gens de manière adéquate et on nous oblige à les garder dans la pauvreté. Je pense qu'il y a une action de désobéissance civile, enfin, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, pour des professionnels, mais qui pourrait s'appeler comme ça. Qui pourrait s'appeler comme ça. Merci beaucoup à tous les trois et je pense que, je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais on a vu quand même que l'individualisation, l'automatisation des droits, revendication d'ailleurs portée par le Centre d'Action Laïque aussi, on a vraiment l'impression que c'est des pistes sur lesquelles il faut aller absolument. Merci beaucoup à tous les trois. Et les guichets non virtuels, tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.